J'ai entendu leur voix dans la salle de bain, rire, soupir, promesses, alors que j'étais dans la pièce d'à côté. Et ce n'était pas ma voix à elle. C'était celle de mon meilleur ami. Et ce n'était que le début. La salle était pleine. Verres levés, murmures suspendus, sourires figés. Au centre, un autel blanc. Autour, les deux familles réunies, les Duval et les Fournier, prêtes à sceller leur avenir par notre mariage. Une alliance stratégique, oui. Mais pour moi, c'était plus que ça. C'était elle, Camille. Mon repère dans le chaos. Ma certitude. Jusqu'à ce que l'écran s'allume. Ce n'était pas prévu. Rien de ce qui s'est passé ensuite ne l'était. Un à un, les visages se sont tournés vers les grandes projections. Le son est monté. Une respiration, un rire. Un prénom chuchoté. Adrien, pas ici. Silence. Puis, un vacarme. Chaise raclée, verre qui tombe, souffle coupé. Camille, figée, les yeux écarquillés. Adrien, debout, blême. Et moi, immobile, devant eux. C'était leur voix, leur nuit, leur trahison. Enregistrée, programmée, exposée. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement tourné vers l'écran et attendu que la vidéo se termine. Puis j'ai saisi le micro. Je vous remercie tous d'être venus. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Le traiteur a déjà été payé. Profitez du repas. Puis j'ai posé le micro et j'ai quitté la salle. Derrière moi, Camille m'a appelé. Une fois, 2 fois. Je ne me suis pas retourné. Le vent m'a frappé en sortant du bâtiment. Paris vibrait, indifférente à mon effondrement. La ville continuait pendant que moi je m'arrêtais. Dans le taxi, les images tournaient en boucle. Sa main sur sa nuque. Son rire. La même bouche qui, 2 jours avant, m'avait murmuré « Je t'aime ». J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblèrent pas. C'est là que j'ai compris que quelque chose en moi venait de basculer. Et j'ai commencé à me demander « Quand tout ça a-t-il commencé à pourrir ?» Je suis resté dans l'appartement toute la nuit, les volets fermés, les lumières éteintes, les poings serrés sur la table du salon. Mon téléphone vibrait encore. Messages, appels, voix. Camille, Adrien, ma mère, des collègues. Une avalanche de tentatives, de panique, de dégâts. J'ai mis le mode avion. Silence. Je ne dormais pas. Je calculais. Je repassais chaque souvenir dans ma tête comme on analyse un bug. Point d'entrée, répétition, rupture. Quand est-ce qu'ils ont commencé? Lisbonne? Peut-être même avant. Adrien était là partout. Au dîner, aux réunions. Il la regardait, je le sais maintenant, avec un temps d'avance sur moi. Et moi, comme un abruti, je partageais tout, même mon futur. Flash. Le soir où j'ai laissé Camille seule à un gala pour aller rencontrer un client au Qatar. Elle m'avait dit « Je comprends, c'est important ». Adrien l'avait raccompagnée. Elle m'avait remercié par message. Et si c'était ce soir-là? Je suis allé dans mon bureau, mon sanctuaire. Là où je codais, planifiais, contrôlais. J'ai allumé l'écran principal, ouvert mes sauvegardes. J'ai tapé le nom de Camille, puis celui d'Adrien. Pas dans mes mails. Dans les logs de connexion. Ils avaient utilisé mon cloud personnel, mon propre système, pour s'échanger des messages privés, des dossiers, des fichiers, à l'intérieur d'un projet confidentiel que j'avais développé en test. Ils m'avaient trahi dans mon propre langage. J'ai reculé ma chaise, me suis levé. Suis allé vers la fenêtre. Les rues du Marais étaient calmes. Trop. Un contraste brutal avec le cyclone que j'avais dans le crâne. Je ne ressentais pas de haine, pas encore. Juste une précision nouvelle. Froid, comme un chirurgien avant l'incision. Mon regard est tombé sur la table basse. Le faire-part du mariage. Imprimé sur du papier ivoire, avec nos initiales gaufrées. Je l'ai pris. Je l'ai plié 1 fois, 2 fois. Puis je l'ai brûlé dans le cendrier. Une décision. Je ne pleurais pas. J'anticipais. Le lendemain,
Je suis allé au bureau. Personne ne m'a posé de questions. Tout le monde savait, ou pensait savoir. Mais moi, j'avais un objectif. Récupérer toutes les copies de sécurité du projet Fusion, celui censé réunir nos deux entreprises. J'ai tout extrait. Tout. Même les parties qu'il croyait effacées. Camille n'avait pas seulement partagé un lit avec Adrien. Elle avait aussi partagé mes idées, mon code, mes accès. Je suis rentré chez moi avec un disque dur et une certitude. Ils ne m'avaient pas détruit. Ils avaient allumé la mauvaise mèche. J'ai commencé à écrire. Pas un message, pas une lettre, un plan, 3 étapes. Récolter toutes les preuves. Créer une interface invisible pour les diffuser. Choisir le moment où l'exposition serait maximale. Le moment ? Notre mariage. Celui qu'ils avaient voulu transformer en transaction. Je les exposerai au même endroit où ils avaient voulu sceller leur mensonge. Pas dans la douleur, pas dans la colère, dans la vérité, pure. Tranchante, algorithmique. Et ce soir-là, alors que je compilais les premiers dossiers, une pensée m'a traversé. Je n'ai jamais été amoureux d'elle. J'étais amoureux de l'idée d'elle. Et ça, c'était ma faute. J'ai passé les jours suivants enfermé, vivant de café, d'eau et de logique. Je dormais par tranches de 2 heures, toujours habillé, toujours prêt. Mon salon s'était transformé en poste de commandement. Écran, câbles, carnets ouverts, lignes de code déroulées comme des plans d'attaque. Je n'étais plus un fiancé trahi. J'étais un architecte en reconquête de territoire. Mon territoire, la vérité. J'ai commencé par créer une plateforme fantôme, une interface déguisée en outil de feedback pour invités. En réalité, c'était un canal de diffusion, anonyme, sécurisé, préprogrammé. À la seconde où je l'activerais, tous les invités du mariage recevraient un message personnalisé contenant la vérité. Images, vidéos, captures, horodatées, certifiées. Nom de code du programme, clarté. Je faisais attention à tout. À la charge serveur, à l'anonymat du nom de domaine, à l'esthétique de chaque visuel. Je voulais que ça ressemble à ce que c'était. Un miroir, pas une vengeance. Camille continuait d'écrire. Des messages longs, courts, suppliants, menaçants. Adrien, lui, n'a rien dit. 0 mot. C'est logique. Il savait que j'avais vu tout ce qu'il avait essayé d'effacer. J'ai tout sauvegardé. Je voulais qu'ils s'expriment. Je voulais qu'ils participent malgré eux à leur propre chute. Un soir, à 2 heures du matin, alors que je testais un scénario de diffusion simultanée sur 45 adresses IP, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par l'œilleton. Ma sœur. Je l'ai laissée entrer. Elle ne m'a pas jugé. Elle a regardé l'appartement transformé en base militaire, puis m'a regardé. « Tu vas vraiment faire ça ?» Je n'ai rien répondu. « C'est pas toi, Louis. Toi, t'analyses. Tu coupes, tu répares. Tu fais pas exploser. » « Justement, je répare. » Silence. Puis elle a simplement dit « Alors fais-le proprement. » Elle est repartie. Et moi, j'ai nettoyé le plan. Pas d'humiliation gratuite, pas de détails inutiles, juste les faits. Juste ce qu'il faut pour que tout le monde comprenne ce que moi, j'avais mis trop de temps à voir. Le jour suivant, j'ai enregistré une vidéo. Plan fixe. Moi, face à la caméra. Si vous regardez ceci, c'est que j'ai décidé que le moment est venu. Ce n'est pas un règlement de compte, c'est une correction. Un patch, si vous voulez. Parce qu'un système qui tolère la trahison est un système qui finit par planter. Je l'ai enregistré d'une traite. Aucune coupe, aucune hésitation. Puis je l'ai programmé. Date de diffusion. Samedi 18 juin, 16 h. L'heure exacte où j'aurais dû dire oui. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai pris une douche, longue, brûlante. En sortant, je me suis vu dans le miroir. Pas fatigué, pas détruit, lucide, et j'ai compris, ce n'était plus une chute. C'était une ascension. Le matin du mariage, Paris était éclatante. Un de ces jours trompeurs où la lumière rend tout trop beau pour être vrai.
J'ai mis mon costume, le même que celui prévu, comme si rien n'avait changé. Cravate grise, montre au poignet gauche, cheveux tirés en arrière, digne, calculé. J'ai pris un taxi. Je suis arrivé pile à l'heure. L'équipe technique, les fleuristes, les coordinateurs, tous m'ont salué avec ce mélange étrange de respect et de malaise. Ils ne savaient rien. Ils sentaient tout. Camille était déjà là. Robe blanche, parfaite, trop parfaite. Elle a essayé de me parler dans les coulisses. Louis, on ne peut pas faire ça. Pas comme ça. Je l'ai regardé. Calme. C'est toi qui l'as fait. Moi, je me contente de ne pas mentir. Ses yeux ont vacillé. Mais elle a tenu bon. Elle croyait encore qu'elle pouvait me désarmer avec un regard. Dans la salle, les invités riaient, s'installaient, prenaient des photos. Ma mère dans sa robe bleu nuit. Mon père au premier rang. Et dans un coin discret, Adrien. Il n'avait pas l'air d'un traître, juste d'un homme pressé que ça passe vite. À 15h57, j'ai activé la séquence. À 16h01, le silence est tombé comme une lame. Les écrans derrière l'hôtel se sont allumés. Un message ? Vérité en cours de chargement. Puis, image par image, les fichiers sont apparus. Conversation extraite. Capture d'écran. Géolocalisation. Vidéo. Leur histoire, leurs mots, leurs gestes. En parallèle, les téléphones ont vibré dans toute la salle. Une notification. Une seule. Un lien. Certains ont refusé de regarder. D'autres ont regardé 2 fois. Un murmure, puis un choc, puis plus rien. Camille ne bougeait pas. Adrien s'est levé. Lentement. Il m'a lancé un regard vide et a quitté la salle. Je n'ai rien dit. J'ai regardé la foule. Puis le prêtre. Je crois qu'on ne va pas échanger de vœux aujourd'hui. Et je suis descendu de l'estrade, marchant droit, ni vite, ni lentement. Un oncle a murmuré « Quel gâchis !» Je me suis arrêté. Je me suis tourné vers lui. Non, ce n'est pas un gâchis. C'est une mise à jour. Dehors, l'air sentait la ville et l'été. J'ai enlevé ma cravate. Je l'ai glissée dans ma poche. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je respirais vraiment. Mais alors que je tournais dans la rue adjacente, une voix m'a rattrapé. « Louis !» Je me suis figé. Elle. Elle courait, pieds nus, robe retroussée, maquillage brisé. « Louis, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais très bien pourquoi. C'était pas censé aller aussi loin. Mais tu as quand même menti et utilisé tout ce que je t'ai donné. » Elle a baissé les yeux. « Est-ce que tu m'as aimé ?» a-t-elle murmuré. Je l'ai regardé. Longtemps. Non. J'ai aimé l'idée que je me faisais de toi. Ce n'est pas la même chose. Je l'ai laissé là. Je n'ai pas regardé en arrière. Et je me suis dit, ce n'est pas une fin, c'est une libération. J'ai quitté Paris. Pas pour fuir, pour respirer. J'avais besoin de silence, de distance, de me retrouver là où personne ne connaissait mon nom, ni son histoire, ni son mensonge. J'ai pris le premier train pour Annecy. J'ai loué une petite maison au bord du lac. Bois brut, murs blancs, rien d'autre que la lumière, l'eau et moi. Le premier soir, je n'ai pas ouvert mon ordinateur. Pas une ligne de code, pas un fichier. J'ai regardé le ciel se vider dans l'eau, jusqu'à ne plus savoir où était le haut et le bas. Mais mon esprit ne s'arrêtait pas. Je pensais à tout ce qui avait été dit, au regard, au silence, à ceux qui m'avaient écrit après, des invités, des inconnus, des employés, des clients, beaucoup plus qu'attendus, et surtout à un message, anonyme, arrivé 3 jours après la cérémonie. Elle n'était qu'un pion. Il y avait autre chose derrière. Vérifie les dates du contrat fusion. Compare-les aux accès réseau. J'ai hésité une nuit entière. Le lendemain, je me suis reconnecté. J'ai ouvert les logs d'accès du mois de mars, comparé les entrées, croisé les fichiers. Et là, je l'ai vu.
Quelqu'un avait utilisé mon identifiant pour modifier les clauses du contrat de fusion entre nos deux entreprises. À 3 heures du matin. Le fichier était masqué sous un faux nom. Répétition chorale. Docs. La clause en question? En cas de rupture ou retrait de ma part, les brevets que j'avais déposés passaient à l'entreprise Fournier. Automatiquement. J'ai senti le froid remonter le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas qu'une trahison sentimentale, c'était une extraction. Il ne voulait pas seulement mon cœur, il voulait ma technologie, ma propriété intellectuelle, mon travail. Camille n'était pas seule. J'ai tout recopié. Capture d'écran, traçabilité. J'ai commencé un nouveau dossier. Nom, Racine, compromise. Puis j'ai appelé une seule personne, Julien Delmas, avocat en cybersécurité, spécialiste des fraudes numériques, discret, brutal quand il le faut. « Tu peux venir ?» ai-je dit. « Où es-tu ?»« Annecy, près du lac. J'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose qui peut faire sauter une direction entière. Il est arrivé le lendemain. En voiture, sans assistant. On s'est installé dans le salon, ordinateurs ouverts, preuves alignées. Il a lu tout, sans m'interrompre. Puis il a dit « Tu sais ce que ça implique, non ?»« Oui. Tu veux les attaquer en justice ?»« Non. Je veux les empêcher de recommencer. » Il m'a regardé, intrigué. « Tu as une idée ? Je veux lancer une alerte, pas médiatique, structurelle, préventive. Je veux créer une plateforme qui recense, croise, expose ces manipulations, sans nommer, sans accuser, mais en montrant le schéma. » Julien a souri. « Tu veux hacker le mensonge de l'intérieur ?» Exactement. On a travaillé toute la nuit. Et pendant que le lac dormait dehors, une nouvelle architecture est née. Pas une vengeance, pas une plainte, un antidote, une vérité vivante codée ligne par ligne. Le projet s'appelait Miroir. Pas un réseau social, pas une plateforme de dénonciation, un système d'analyse comportementale et contractuelle, capable de détecter les anomalies dans les structures de pouvoir. Il ne nommait personne, il traçait des motifs et il posait des questions. Julien m'avait mis en relation avec 2 autres profils discrets. Une analyste de données ayant quitté un grand cabinet après avoir découvert des falsifications internes et un cryptographe indépendant, ancien d'un service de renseignement. Nous étions 4 personnes que le système avait broyées. 4 cerveaux décidés à lui faire face avec les seules armes qu'on connaissait. La rigueur, l'architecture, l'éthique. On a codé dans la maison, fenêtres ouvertes, ordinateurs branchés, tasses de café froid alignées comme des témoins. Dehors, les montagnes. Dedans, la reconstruction. Chaque utilisateur de Miroir aurait la possibilité de charger anonymement des contrats, des échanges, des historiques. L'algorithme, basé sur des réseaux neuronaux que j'avais moi-même entraînés, analyserait les redondances, les termes à risque, les comportements d'influence déguisés. Ce n'était plus mon histoire. C'était la leur. Celle qu'on ne voyait jamais. Celle qu'on taisait toujours. Une nuit, alors que le cryptographe testait les derniers niveaux de sécurité, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. Je n'ai pas décroché. Puis un message vocal. « Tu peux arrêter maintenant. On t'a laissé faire assez de dégâts. Il est encore temps de redevenir discret. Pas de nom. Pas de menace claire. Mais une intention. Glacée. Je l'ai fait écouter à Julien. Il a hoché la tête. Il panique. Parfait. Le jour du lancement, il faisait orage. On aurait dit un cliché, mais ça m'allait. J'aimais cette tension dans l'air, cette électricité qui disait que quelque chose allait bouger. Miroir a été mise en ligne à 06h00, heure exacte à laquelle Camille et moi avions signé nos premiers documents ensemble, 2 ans auparavant. La boucle était bouclée. On n'a pas fait d'annonce, pas de publicité. Juste un lien glissé dans un article technique sur les biais de pouvoir dans les structures de gouvernance. 32 clics la première heure, 200 la deuxième. Puis, un effet boule de neige. Le soir même,
Un ancien directeur juridique postait un premier rapport anonyme. Une relecture de contrat truqué dans une société de conseil. Le lendemain, un développeur soumettait un historique de mails montrant un détournement d'API masqué dans une mise à jour. Les témoignages se multipliaient. Et moi, je regardais tout ça sans émotion apparente. Mais chaque ligne chargée, chaque schéma généré, me redonnait une chose que je croyais perdue. La conviction que la vérité, quand elle est bien construite, peut fissurer les fondations les plus solides. Un matin, ma sœur m'appela. « C'est toi, Miroir, hein ?» Silence. On en parle partout. Et il n'y a que toi pour faire un truc pareil. Pas moi seul. Tu vas tenir ? J'ai jamais été aussi clair. Elle a souri. Je l'ai entendu dans sa voix. Et ce jour-là, j'ai compris. Je n'étais plus celui qu'ils avaient trahi. J'étais devenu celui qui ne se tait plus. Le sommet annuel des innovateurs numériques se tenait à Lyon cette année. Je n'avais pas prévu d'y aller. Trop visible, trop tôt. Mais une invitation personnelle était arrivée 2 semaines plus tôt, signée par un groupe indépendant d'éthiciens tech. Pas un prix, pas une conférence. Un panel fermé, 10 personnes. Une discussion. Je suis monté dans le train sans prévenir personne. Julien savait. Les autres poursuivaient le travail à distance. Lyon brillait sous un ciel d'automne. Lumière dorée. Air sec. J'avais presque oublié ce que c'était de marcher dans une ville sans méfiance. La salle était discrète. Un ancien entrepôt transformé en espace de débat confidentiel. À l'intérieur, aucun micro, aucun enregistrement. Juste une table ovale, des regards francs. Personne ne prononça mon nom. Une femme, une ancienne CEO reconvertie dans la régulation, prit la parole. « On sait qui vous êtes, ce que vous avez fait. Et ce que vous avez déclenché. » Elle me regarda droit dans les yeux. Miroir est en train de faire du bruit. Un bruit que les bons veulent amplifier et que les puissants veulent étouffer. Alors on vous pose la question. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? J'ai réfléchi une seconde. Pas plus. Jusqu'où il le faudra. Mais je ne suis pas là pour détruire. Je suis là pour éclairer. Un homme, cheveux blancs, mains jointes, parla doucement. Et si la lumière brûle ? Alors ceux qui s'y exposent devront apprendre à ne plus vivre dans l'ombre. Le silence qui suivit n'était pas un blocage. C'était du respect. En sortant, une jeune femme m'attendait dehors. Elle tendit un papier. Un simple billet. Ils savent que vous étiez ici. Vous devriez éviter certains réseaux pendant quelques jours. Je pris le billet sans répondre. Lu. On ne te laissera pas tout retourner. Je haussai les épaules. Le retour à Annecy fut calme. Le lac semblait plus lourd. Ou peut-être était-ce moi. Julien m'attendait avec 2 nouvelles alertes. Une tentative de cyberattaque sur notre serveur secondaire et un signalement interne venant. De l'intérieur même de l'entreprise Fournier. Un employé anonyme, un fichier complet, organigramme, comptes offshore, plan de restructuration prévoyant l'absorption de mes anciens brevets dans une filiale fictive. Ils paniquent, dit Julien. Non, ils accélèrent. Ce n'est plus une défense, c'est une dernière offensive. Je savais ce que je devais faire. Je l'avais su depuis le début, mais j'avais attendu. Maintenant, il était temps. Je préparais un message, une vidéo, simple, frontale. Vous m'avez utilisé, vous avez volé, manipulé. Mais vous ne contrôlez plus rien. Ce que vous avez bâti sur le mensonge s'écroule. Et ce qui vous remplacera sera plus solide. Parce qu'il ne s'appuiera pas sur le silence. La vidéo fut diffusée sur Miroir, puis reprise sur des forums, des chaînes privées, et enfin, dans les médias. Pas un scandale. Une onde de fond. Des sociétés suspendirent leur partenariat. Des conseils d'administration convoquèrent des réunions d'urgence. Un député mentionna Miroir à l'Assemblée. Et au milieu de tout cela, je restais en retrait. Pas par peur, par choix. Je n'étais pas là pour triompher. J'étais là pour que ça bascule. Et c'était en train d'arriver. Le chalet était silencieux. Le serveur aussi.
Les derniers rapports de Miroir avaient été publiés, puis transmis à des juristes indépendants. Une quarantaine de structures étaient désormais sous enquête. Je m'étais retiré, pas par lassitude, par cohérence. Ce matin-là, je me suis levé tôt. J'ai préparé du café, ouvert les volets. Le lac était calme. Une brume légère flottait à la surface, comme si même la nature retenait son souffle. Sur la table, une enveloppe. Pas de nom. Juste une phrase au dos. On finit toujours par tomber sur quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. Je suis resté longtemps à la regarder. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai posée dans le feu de cheminée. Regardé le papier brunir, se tordre, se dissoudre. Puis je suis sorti et marché jusqu'à la rive. Là, sans un mot, j'ai lancé une pierre dans l'eau. Elle a disparu sans un bruit. Et moi, je suis resté debout, droit, en paix.